Matryoshka. Et merci à chacun d'entre vous d'être venu nous rejoindre pour cette nouvelle table ronde du festival Génération Matryoshka. Je suis particulièrement heureuse qu'on se retrouve là. C'est un petit moment creux et en même temps c'est filmé pour la captation qui sera diffusée à la fois sur Ground Control et à la fois sur la chaîne Matryoshka. Donc merci d'être là. Le temps qu'on va aborder maintenant, c'est la valeur du travail, puisque la question c'est qu'est-ce qui va compter demain ? On identifie les différentes valeurs. La valeur du travail, c'est une vraie question par rapport aux enjeux qui peuvent se poser aux générations futures. Est-ce qu'on gagnera plus à travailler, à faire fructifier ou à vivre? C'est toute la question. Le marché du travail a radicalement changé, on le sait. La période d'études s'est allongée, la durée de vie aussi. On rentre plus tard sur le marché de l'emploi, on part plus tôt de la maison de ses parents, on sort plus tôt de l'emploi à cause du chômage des plus de 55 ans. Et dans tout ce contexte socio-économique, des jeunes de 20 ans se figurent de nouvelles valeurs, soucieux de la planète, inquiets des enjeux climatiques, et ils veulent défendre la planète, mais ils veulent défendre aussi l'entreprise, pas forcément, sauf si l'entreprise pense à la planète. On va discuter de tout ça. Il y a eu un manifeste en 2018 qui a été signé par 30 000 étudiants en France, déclarant qu'ils ne souhaitaient pas travailler dans une entreprise qui avait un impact négatif sur l'environnement. Et plus récemment, et ailleurs, aux États-Unis, eh bien, une étude montre que 50% des salariés sont prêts à percevoir un salaire moins élevé si l'entreprise est sensible aux enjeux environnementaux. En gros, ça représente un tiers des jeunes qui ont cette fibre-là. Alors, comment est-ce que les choses bougent réellement en ce moment? Est-ce qu'on est juste dans des mots ou est-ce qu'on est vraiment dans une sorte de mutation de fond? On va en parler tout de suite. Et pour attendre les attentes et comprendre les différentes tendances, évidemment, dans ce dialogue intergénérationnel qui est central aujourd'hui, eh bien, on va d'abord entendre Camille Dumont de Youth for Climate, qui est le mouvement de jeunes qui se mobilisent pour la justice climatique, et Flora Ghebali, qui est fondatrice de Coalition. Merci à vous deux de venir me rejoindre pour poser les enjeux du débat. Bonjour. Je vous en prie, mettez-vous au mieux. Merci à vous deux. Je suis ravie. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Camille Dumont. Donc, vous avez 19 ans, oui. C'est ça? Oui. Et donc, vous êtes... Est-ce que ça fonctionne? Redites oui, une fois. Attendez. Oui. Je crois que c'est bon. Ouais, okay. Voilà, c'est oui. Super. Donc, vous vous êtes engagé pour le mouvement Youth for Climate, c'est oui. Ça? À quel âge vous êtes engagé dans ce mouvement? Depuis à peu près 2 ans, du coup j'avais 17 ans à peu près. Et pour quelle raison? Mettez bien le micro contre le menton. Je pense que quand on voit aujourd'hui la situation écologique et climatique, c'est compliqué de faire autre chose. Moi je vois pas vraiment d'autres thèmes qui aient de l'importance ou du sens pour moi, parce que on n'a pas trop le temps on n'a pas le temps et c'est dramatique, si c'est dramatique, mais je veux dire c'est quelque chose qui va fondamentalement modifier nos modes de vie, et moins on arrive à changer notre manière de faire actuelle, et plus ce sera grave, et plus rapidement ce sera grave aussi. Et donc en fait, quand vous adhérez à Youth for Climate, à l'époque, c'est le moment où il y a la figure de Greta Thunberg qui est aussi particulièrement connue. Comment vous arrivez à ce mouvement-là? Avant de vraiment rejoindre le mouvement, moi j'ai participé aux différentes marches qu'il y a eu depuis début 2019. Et je suis arrivée un petit peu par hasard. C'était pas particulièrement réfléchi. Je me suis pas dit aujourd'hui je vais m'engager pour le climat ou un truc comme ça. C'est plus, je me suis retrouvée sur les réseaux de discussion de Youth for Climate, et j'ai continué. Au fur et à mesure, je me suis plus investie. Et voilà. Et donc là, depuis 2 ans, quand vous posez l'enjeu, c'est-à-dire toute cette inquiétude climatique, environnementale, vous avez fait quoi depuis 2 ans avec ce mouvement? Quelle est votre mission? Et en fait,
Quel est l'intérêt de ce que vous portez? Donc, Youth for Climate, c'est un mouvement qui lutte pour la préservation du climat à travers principalement la manifestation, la sensibilisation et la désobéissance civile. Donc, selon ce qu'on se sent capable de faire, le temps qu'on a, etc., on fait un peu des trois. Donc, ça va être à la fois de la communication, de la rédaction de tribunes ou l'organisation concrète de manifestations ou d'actions de désobéissance civile pour dénoncer les crimes climatiques. Et donc vous faites quoi? Par exemple, vous êtes avec un collectif, on vous oriente, il y a des choses, des prédilections, des terrains sur lesquels vous vous engagez particulièrement? Ou alors c'est juste une adhérence, quoi qu'il en soit? Moi, je suis un peu sur les différents plans, donc sensibilisation, manifestation et désobéissance civile. Et je suis à la fois dans le groupe local d'Île-de-France. Donc là, par exemple, on organise une manifestation vendredi prochain, donc j'ai participé à l'organisation. Et sinon, ça peut aussi être au niveau national, comme je vous disais, la rédaction de tribunes pour pouvoir porter nos revendications et nos idées de manière plus claire et donner de la visibilité aussi au sujet du climat qui est vraiment sous-traité dans les médias. Alors, par rapport à ce que vous posez là, il y a la question du travail. Demain, en quoi est-ce qu'il y a une triangulation cohérente dans la réflexion sur aujourd'hui le climat, votre engagement par rapport au climat, et selon vous, le travail qu'on va faire demain? Qu'est-ce que porte Youth for Climate dans le rapport à l'investissement dans la société? Il y a la désobéissance civile, je l'entends, mais est-ce que d'une certaine façon, il y a une façon d'investir les territoires autrement? Comment vous portez? Qu'est-ce que vous portez comme idée? Alors nous, on est un mouvement anticapitaliste et décroissant. Donc tout ce qui est croissance verte, on s'y oppose. Vous n'y croyez pas? Vous êtes pour un modèle sobre? C'est pas juste une question que je n'y crois pas, c'est que c'est impossible. Enfin, on le sait. Aujourd'hui, on sait que 1 euro de PIB français, si on mesure en proportion à toutes les catastrophes que ça va enclencher, ça va coûter plus de 6 euros à l'humanité. Donc en fait, la croissance aujourd'hui, ça se base sur un calcul qui est mensonger. Enfin, c'est la manière dont on la calcule, c'est pour donner l'impression que tout est positif, c'est la croissance, tout ça, mais en fait, on ne prend pas en compte tous les facteurs et toutes les implications que ça a. Donc forcément, ça implique un changement dans notre manière de travailler, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers qui, en fait, ne respectent pas les besoins auxquels on aurait besoin de répondre pour répondre aux enjeux, ce qu'on aurait besoin de faire pour répondre aux enjeux écologiques. Donc, par exemple, c'est un exemple simple, mais les personnes qui travaillent dans la publicité, en fait, dépenser autant d'argent pour juste pousser à consommer plus en permanence, c'est un travail qui, pour moi, n'a pas de sens et qui engendre, qui continue en fait d'aller dans la surconsommation, la surproduction et nous pousser vers notre perte. Et alors vous, par exemple, vous voyez faire quoi? Vous faites des études de quoi et vous préparez quel genre de métier? Moi, je suis en études de lettres et sciences sociales. Et j'aimerais plutôt faire de la sociologie, mais en fait, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de me poser cette question parce que là, j'ai 19 ans et je sais que dans quelques années, tout est de pire en pire. On a très peu de temps pour répondre en fait aux problèmes auxquels on fait face. Et donc moi, imaginons que je veuille devenir sociologue, il faudrait que j'attende combien de temps 2028, 2029, mais à ce moment-là, en fait, moi, ce qui me semble important de faire, c'est de militer pour faire du militantisme écologiste, parce que ce serait insensé en fait de m'enfermer dans un bureau ou de faire quelque chose qui ne corresponde pas. Alors que ça brûle dehors, c'est ça? Bah oui. C'est ça que vous vous dites? Il y a autre chose à faire en attendant? Mais c'est même pas juste qu'il y a autre chose à faire, c'est qu'on va se retrouver face à des problèmes nouveaux qu'on ne sait pas gérer.
et que donc en fait je peux même pas me projeter dans quelque chose de stable alors que je sais pas à quoi on devra faire face. Faire face. Flora Ghevali, merci d'être là. Vous avez écrit ce livre, Ma génération va changer le monde. Ah non, je ne l'ai pas là, mais on va le voir juste derrière. Ma génération va changer le monde, s'engager pour un futur désirable, qui est un super livre d'ailleurs, hyper intéressant, à la fois documenté, construit, et qui permet à la fois de poser certains enjeux qu'on vient d'entendre, mais vous allez revenir là-dessus, et en même temps de voir quels sont aussi les modèles que vous imaginez intéressants de mettre en place pour arriver à quand même construire autre chose autrement. Par rapport à ce que vient de dire Camille, pour qui je rappelle les prénoms à Youth for Climate, tout le monde s'appelle Camille, c'est une façon de ne pas être incarné ou individualisé, donc en fait c'est Camille. Si j'étais à Youth for Climate, je serais Camille aussi, on est d'accord. Enfin, je suis un peu vieille, mais je serais... Voilà, mais c'est pas grave. Flora, vous, par rapport à ce que vient de dire Camille là, qu'est-ce qui vous paraît sonner totalement juste et qu'est-ce que vous-même vous voyez en divergence? Alors moi j'ai 10 ans, presque 10 ans de plus que Camille, donc j'ai 28 ans. Tu en as 19 si j'ai bien compris. Donc je pense qu'on est proche d'un point de vue générationnel, mais on n'est pas non plus exactement... Vous n'êtes pas façonné pareil. On n'est pas exactement façonné pareil, ce qui fait que moi, au moment où j'ai démarré mes études, donc logiquement 10 ans avant, on était beaucoup moins sensibilisés, beaucoup moins digitalisés. Enfin, on était déjà digitalisés, mais moins que maintenant. Donc, moi, j'étais engagée. J'ai toujours été engagée. J'ai toujours voulu m'engager pour des causes sociales d'abord, environnementales après. Et donc, moi, on m'a dit, le schéma classique pour ton engagement, c'est de faire de la politique ou de travailler dans le public. En fait, on m'a donné une vision vraiment binaire de la société qui est le public qui s'occupe de l'intérêt général ici, le privé qui s'occupe des intérêts particuliers là. Et donc moi je me suis dit oui, c'est sûr que c'est par là que je veux aller. Donc j'ai fait des études de politique, etc. J'ai bossé en politique, j'ai même bossé à l'Élysée. Et en fait, j'ai quand même senti un décalage énorme entre ma réalité et la réalité du pays, puisque je travaillais quand même à l'Élysée, donc c'est quand même un lieu de réalité collective. Et donc, j'ai trouvé que les transitions étaient beaucoup trop lentes, beaucoup trop structurelles. J'avais du mal à... En fait, j'avais le choix entre ou être en décalage avec ma génération pour toujours et accepter les codes d'un ancien monde hyper vertical qui a une façon de voir les choses à laquelle j'adhérais pas pour rester dans ce système-là, ou d'essayer d'être peut-être un pont, de me positionner un peu au milieu de ces revendications que je comprends tout à fait. Et évidemment, en fait, la transition écologique et sociale... Moi, je parle plus d'ailleurs de transition écologique et sociale, et le mot désirable dans mon livre, il est choisi volontairement parce que je pense qu'il faut vraiment... la bataille se gagne dans les récits positifs. Et quand on entend Camille, on entend une réalité totale, mais c'est pas positif. Mais en même temps... On ne peut pas demander à des gens conscients du drame et de l'urgence de, en plus, être positifs et être gentils. Et on rentre dans une forme aussi de croissance verte. D'accord. Juste une remarque. Est-ce que positif, ça veut dire être gentil? Vous écrivez, si la génération Y est celle de la quête de sens, la génération Z est celle du passage à l'action. Quand on passe à l'action, comme le fait Camille ou d'autres jeunes qu'on reçoit ici ou qu'on voit de ci, de là et qui sont nombreux à s'engager, d'une certaine façon, c'est quelque chose de positif, l'action. Ça veut dire qu'il y a de la reconstruction. Est-ce que, du coup, c'est pas quelque chose de plus positif, ce qu'ils sont en train de faire, sauf que Camille a l'air quand même assez désespérée? Non, bien sûr que l'action est positive, et c'est l'action qui donne du sens quand il n'y a plus de sens et qu'on se met à agir. Voilà. Moi, après, j'ai la conviction que si on n'embarque pas tout le monde dans cette transition, et notamment l'économie, le politique, les organisations internationales, on n'y arrivera pas. Parce qu'en fait, on l'a vu quand il a fallu nous confiner pendant 3 mois, c'est le politique qui l'a décidé et c'est l'économique qui a suivi, et ça a à peu près marché. Enfin, on sait quand même tous. Moi, je suis restée chez moi pendant 3 mois et j'ai fait des attestations pour sortir. Donc, on s'est quand même contraint. Donc, oui, évidemment qu'il faut que chacun trouve sa place dans la transition écologique. Moi, j'adhère à tout ce que Camille dit et à tout ce que Youth for Climate dit, notamment le fait que la croissance, c'est pas soutenable. Après, je pense pas.
et c'est peut-être là notre point de différence, qu'on doit systématiquement opposer la décroissance à la croissance. Je crois qu'entre ces deux extrêmes, il y a tout un tas de chemins, de possibilités, et que évidemment, c'est pas forcément binaire. Il y a au milieu différentes options. Mais évidemment, la croissance actuellement, c'est pas soutenable et c'est pas possible. Et effectivement, 2020-2030, c'est la décennie de la bascule, et on n'est qu'en 2022, mais j'ai pas bon espoir sur notre capacité à changer dans les 8 ans qui nous restent. Vous n'avez pas l'impression que les consciences sont en train de s'éveiller, les yeux en train de s'ouvrir, et qu'il y a de ci, de là, que ce soit sur le plan juridique, on va revenir sur les entreprises, puisque c'est quand même le sujet de notre échange, c'est sur le travail, mais que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan financier, que ce soit, on va en parler d'ailleurs juste après avec Jean-Claude Trichet, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même des petits curseurs qui sont en train de bouger, et que donc, ça veut dire que le mouvement s'engage, ou c'est trop lent ? Alors, je pense qu'on a enfin, on peut le dire, gagné la bataille scientifique et culturelle. Et donc, je pense que c'est déjà une sacrée victoire, parce que souvenez-vous du mot climato-sceptique qu'on employait il y a encore pas longtemps. Ouais. Là, je pense que c'est à peu près unanime, et effectivement, le secteur de la finance au premier chef, parce que au premier chef du pouvoir, hein, de tout, a compris. Après, quand on regarde les données de combien sont investis dans le green et existe-t-il une finance verte, aujourd'hui, on dit que c'est à peu près 30%. Ça reste des discussions. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en 2022, et en 1972, donc il y a 50 ans, un rapport qui s'appelle le rapport Meadows sortait et nous disait déjà tout ce qu'on vient de comprendre. Donc on a mis 50 ans à comprendre. Moi, je considère que la bataille culturelle, elle est gagnée. Donc on peut dire ça, voilà, on a mis 50 ans. D'ailleurs, parfois, j'ai de la solidarité pour les pauvres militants dans les années 70 qui vous appellent. Je sais pas. J'ai de la solidarité pour les militants qui parlaient tout seuls de tout ça dans les années 70, parce que c'est grâce à eux et à tous ceux qui ont suivi jusqu'à Camille qu'on a réussi ça. Voilà, si maintenant il nous faut 50 ans pour passer à l'action, bah, ça ne sera pas possible scientifiquement. Ce sera trop tard. D'autres glissements de terrain ont eu lieu, et là on revient sur le terrain de l'entreprise, et ça vous en parlez dans votre livre, et c'est assez intéressant. Comment faire évoluer l'entreprise ? Vous dites qu'il y a commencé à y avoir quelques petits mouvements déjà en cours depuis 30 ans. 1992, la loi fiscale évolue déjà. Oui, alors la loi fiscale, c'est sur la philanthropie, qui est aussi un des sujets de transition écologique et sociale, puisque c'est le début des investissements non-profit, enfin qui sont pas là pour ça. Le problème, c'est que effectivement, ça, c'est pour raison fiscale. À l'époque, c'est pas pour conduire la transition écologique que ça se passe. Et en fait, le problème, c'est que ça a eu un double effet. Un effet positif qui est que ça a permis de transférer des fonds non négligeables dans de l'aide humanitaire, des actions sociales et même des mouvements écologiques, puisqu'aujourd'hui, les fondations d'entreprises financent beaucoup de projets écologiques. Mais il y a un effet qui n'est pas forcément bénéfique, qui est que ça a permis de garder vraiment à la marge du business de l'entreprise ces sujets-là. Et donc, on l'a vu dans la plupart des grandes entreprises françaises, l'action philanthropique, c'est vraiment l'ancien DRH, avant de partir à la retraite, on lui a dit, tiens, mets-toi là, c'est super, tu vas... je dis, d'ailleurs... C'est comme le post-innovation pendant longtemps, et puis à un moment, on a pris conscience de ce que c'était. Exactement. Et donc aujourd'hui, l'enjeu dans les entreprises, c'est vraiment de faire fusionner ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, où il y a de l'expertise, la philanthropie, où il y a de l'argent, et les directions stratégiques et financières, où il y a du pouvoir et de la vision, quoi. C'est vraiment l'enjeu. Et depuis 2019, est-ce que vous, au travers de la loi Pacte, vous voyez une accélération dans les prises de conscience ? Alors, donc, la loi Pacte, peut-être rapidement, c'est une loi qui permet aux entreprises... Déjà, c'est une loi qui définit l'entreprise comme objet juridique. Figurez-vous que dans le Code civil napoléonien, il y avait un vide juridique sur ce qu'est une entreprise. C'est quand même fou. Voilà, donc ça définit l'entreprise et ça permet aux entreprises de se doter d'une raison d'être. Pourquoi cette entreprise existe ? Et donc, ainsi de devenir une entreprise à mission. Ça pose un cadre juridique qui est essentiel parce que, comme je l'ai dit, moi je crois qu'on change les choses dans le système, et donc notre système c'est un état de droit à date, et j'espère encore longtemps.
Et donc effectivement, ça change juridiquement et c'est très important. Le problème, c'est que il y a les entreprises qui se sont vraiment questionnées dans le fond, et il y a maintenant ce qu'on appelle la mission washing. Donc vous connaissez ce terme de washing. D'abord, c'était le greenwashing, donc c'est faire passer quelque chose pour vert alors qu'il ne l'est pas. Maintenant, c'est en fait le nouveau. Donc c'est encore les agences de pub. Désolé pour eux parce que c'est la deuxième fois qu'on les tacle. Mais c'est encore les agences de pub qui disent aux entreprises on va vous trouver une raison d'être, ça va être formidable. Et une marque d'alcool bien connue, pour ne pas les citer, par exemple, a annoncé sa raison d'être récemment. Et sa raison d'être, c'est créer des moments de convivialité. Moi, je veux bien, mais c'est super. Hein. Moi, j'adore des moments de convivialité alcoolisés, j'adore. Mais ça ne fait pas avancer la transition écologique et sociale. Donc, ça s'appelle un slogan. Donc, moi, je veux bien, mais les slogans, ça existe depuis un moment. Et voilà. Donc, en fait, c'est toujours un pas en... Enfin, non, un pas en avant, deux pas en arrière, ce serait trop radical pour répondre. C'est fondamental de faire avancer le cadre juridique, mais il faut bien avoir conscience de tout ce qu'il y a autour d'un point de vue comme société de consommation dont parlait Camille. Par rapport à tout ce que dit Flora, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir, ou pour l'instant, vous n'êtes pas du tout dans cet univers-là et limite, vous trouvez que c'est hors sol par rapport au sujet que vous défendez, vous ? Y a plusieurs choses qui me dérangent. Après, c'est compliqué de me rappeler exactement de tout. Mais sur le fait de délivrer un message positif, moi, j'aimerais bien pouvoir dire que j'ai plein d'espoir et que tout va super bien se passer, etc. Mais le fait est que là, on se dirige vers un réchauffement de 2 degrés très rapidement, et que 2 degrés, c'est sur l'ensemble de la surface du globe, sachant qu'au niveau des océans, l'air est plus frais. Donc en fait, sur nos zones habitables, ça va être un réchauffement environ 7-8 degrés dans les décennies qui arrivent. Et dans ce contexte-là, en fait, ça va engendrer des migrations extrêmes forcées, parce que juste les territoires seront inhabitables. Donc, en fait, dans ce contexte-là, je vois pas comment je pourrais dire tout va bien, on va fonder une start-up qui va sauver le monde. Enfin, clairement, c'est pas le cas. Et je pense que vouloir espérer en fait que les entreprises vont par elles-mêmes se contraindre et accepter d'arrêter de faire du profit comme c'est le cas actuellement, c'est juste illusoire, parce qu'en fait, la RSE, ce sont les entreprises qui décident en fait de comment elles vont faire semblant d'être écolo. Mais un des problèmes, c'est que pour rester dans les engagements de l'accord de Paris, qui demande donc d'être en moyenne 2 tonnes d'émissions d'équivalent CO2 par personne et par an, et actuellement en France on est à peu près 11 tonnes, si on veut pouvoir passer sous ces 2 tonnes, on ne peut pas en fait laisser cette responsabilité-là aux entreprises. On est obligé d'avoir une planification économique au niveau de l'État. Et donc, je ne pense pas qu'en fait, on puisse faire confiance à ça et espérer qu'avec un transitionnisme qui se fasse au niveau législatif ou même culturel, parce qu'on a beau dire, tout le monde sait qu'il y a le réchauffement climatique, d'accord, mais en fait, on ne sait pas à quel point on a des connaissances là-dessus. C'est-à-dire que il y a sans doute même des enfants de 5-6 ans qui savent qu'il y a le réchauffement climatique, qui connaissent même peut-être l'effet d'albédo, etc. Mais sauf que qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce qu'on doit faire, ça, les connaissances sont beaucoup moins bien réparties. Donc quand on fait un sondage où on nous dit 80% des personnes reconnaissent l'urgence climatique ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître l'urgence climatique? Est-ce que ça veut dire que je vais proposer la croissance verte? Est-ce que ça veut dire que je suis pour la RSE? Est-ce que ça veut dire que demain je vais faire de la désobéissance civile parce que en fait, j'ai super peur et que ce qui se passe est grave et qu'on a besoin de changer urgemment? Je pense qu'il y a un problème. On ne peut pas en tout cas compter sur les entreprises pour avoir un changement de système qui nous permette de rester sous les 2 degrés. Bon, et vous pensez qu'on peut compter sur quoi? Sur rien? C'est ça que vous pensez? Si je pensais que tout était perdu, je ne militerais pas. D'accord. Donc, je pense vraiment qu'avec une réglementation étatique et une planification, on peut en tout cas limiter les dégâts, parce que là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà enclenchées. On est déjà à un réchauffement de plus de 1 degré aujourd'hui et on en voit déjà les effets.
Donc non, je pense pas que tout soit perdu, mais par contre, je pense pas que ce soit avec de l'ultralibéralisme ou je sais pas quoi qu'on puisse s'en sortir au mieux. Matryoshka.